Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour la première de mon émission L'Art pour Destination. Et j'ai le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui Pierre Watt, critique d'art, historien de l'art, professeur d'université à Paris 1. Il enseigne l'histoire de l'art contemporain et il est le co-commissaire d'exposition de la grande rétrospective de Nicolas de Staël au musée d'art moderne à Paris. Bonjour Pierre Watt, merci d'avoir accepté mon invitation pour Radio Rivage. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage. Avec plaisir. Alors vous voyez, l'émotion me prend quand je parle de Nicolas de Staël, un peintre que j'admire, que j'aime beaucoup, et je voudrais que vous racontiez à nos auditeurs cette aventure extraordinaire qui de préparation de 3 années pour cette grande rétrospective. Oui, c'est ça, c'est vraiment la rétrospective, c'est l'aboutissement d'une aventure incroyable qui a duré 3 années. En fait, nous sommes 2 commissaires scientifiques pour l'exposition, Charlotte Barra, qui est curatrice au musée d'art moderne de Paris, et moi-même. Et pendant 3 ans, donc, nous avons travaillé ensemble de manière extrêmement harmonieuse. Et l'essentiel de notre travail, avant le moment de l'accrochage, ça a été vraiment un travail à la fois d'enquête. Il s'agit de chercher des œuvres et de regarder des œuvres. Et le résultat auquel on aboutit aujourd'hui, c'est une présentation de 200 œuvres, 130 peintures et des œuvres sur papier. Et pour expliquer un petit peu notre aventure, ce qu'il faut préciser, c'est peut-être les provenances des œuvres. Oui. Puisque ces 200 œuvres, elles proviennent de 65 collections particulières, ce qui est beaucoup, ce qui est très considérable pour une exposition. Et elles ne proviennent pour les musées que d'une quinzaine de musées, ce qui est très peu. Oui. Il veut dire qu'il doit y avoir entre 170 et 180 œuvres de collections particulières. Pour une raison simple, c'est que l'œuvre de Nicolas de Staël, c'est vraiment une œuvre de passion privée, c'est une œuvre qu'on trouve dans les collections privées. Il a donc fallu aller les chercher, les retrouver, et évidemment, on ne sait pas toujours où elles sont. Donc c'était un travail un peu de détective, de recroisement, de se faire aider par des marchands, par des maisons de vente, par des collectionneurs qui connaissaient d'autres collectionneurs. Et ça aboutit à ce résultat qui est assez paradoxal, puisque Staël est extrêmement célèbre. Mais je crois qu'on essaye de produire une exposition, dans le fond, de redécouverte. Oui. Puisqu'il y a une partie considérable, 25% d'œuvres n'avaient jamais été montrées à Paris, et autant n'avaient pas été montrées depuis si longtemps que personne ne pouvait s'en souvenir. Donc ça fait déjà la moitié, vous voyez. Sans parler des autres qui parfois étaient rares. Ce qui fait qu'on est vraiment dans un travail d'exploration et de redécouverte. Et puis avec cette chose très très importante qui est que pratiquement toutes les œuvres exposées, nous les avions vues pour les choisir. Elles ont été choisies vraiment devant l'œuvre. Et c'est vraiment par le regard que s'est imposé soit l'enthousiasme, soit finalement nous avons renoncé. On était très exigeants. On a dû en voir 500 pour en choisir 200, vous voyez. Oui, donc voilà, c'est vraiment un travail en amont qui a permis ensuite cet accrochage en étant dans un rapport très intime avec les œuvres qu'on accrochait. Oui, alors le regard, parlons-en, parce qu'en fait, il en est beaucoup question. Regarder les œuvres, les redécouvrir, découvrir certaines œuvres, ça doit être une émotion extraordinaire. Ah oui, c'est vraiment... ça a été ça, on a fait... ni Charlotte ni moi n'étions, et c'est intéressant, des spécialistes de l'œuvre de Staël, en commençant. Moi, j'avais écrit un texte sur Staël pour une exposition, c'est bien, mais c'est pas grand-chose. Charlotte n'avait jamais travaillé sur lui, et en fait, nous avons fait notre initiation devant l'œuvre. C'est l'œuvre qui nous a emportés. Vous voyez, à propos d'émotion, c'est une chose très, très étonnante. Charlotte et moi, nous ne nous connaissions pas quand nous avons commencé ce travail. Nous n'avons pas le même âge, à peu près du simple au double, hélas pour moi. Et a priori, il n'y avait aucune raison que nous ayons les mêmes goûts. Et quand nous étions chez des collectionneurs qui avaient beaucoup d'œuvres, puisqu'on a vu des collectionneurs qui avaient parfois une dizaine d'œuvres de Nicolas de Staël, et qu'il fallait à la fin de la visite dire lesquelles on voulait emprunter, on n'avait pas besoin de se concerter, on n'avait pas besoin de se mettre dans un coin pour en délibérer. En fait, on savait absolument lesquelles on voulait. C'est-à-dire que c'est comme si l'œuvre s'était imposée, l'œuvre avait décidé pour nous, il y avait une forme d'évidence. Et cette évidence, on s'est laissé, vous parlez d'émotion, oui, on s'est laissé quitter par ça. Charlotte, elle a travaillé au MoMA, à New York, le plus grand musée d'art moderne du monde, et ce qu'on lui avait appris, c'était d'être fidèle à ce qu'on appelle le gut feeling, c'est-à-dire vraiment la sensation dans les tripes, quoi. Le tableau vous prend aux tripes ou pas. Oui. Ça a été ça vraiment notre objectif, oui, tout à fait. Effectivement, oui. En fait, revenir d'une certaine manière aux fondamentaux, quoi. Regarder, absolument, ressentir. Absolument.
Parce que Pierre Watt, vous êtes critique d'art, vous enseignez également l'histoire de l'art, donc c'est beaucoup de connaissances, beaucoup aussi d'observation, mais aussi le fait d'intellectualiser les choses. Donc revenir en fait aux fondamentaux de ressentir, c'est aussi un voyage. Oui, mais comme vous l'avez dit, je suis à la fois, mon métier, j'enseigne, je suis professeur d'histoire de l'art à Paris 1, vous l'avez rappelé, mais je suis aussi en même temps critique d'art. Oui. Donc moi, je suis professeur d'histoire de l'art du 19e siècle, vous voyez, et en même temps, je suis critique d'art. Ça veut dire que depuis que je travaille, depuis très longtemps, depuis 1989, je travaille à la fois sur de l'art ancien et avec des artistes vivants. Et ce qui fait que pour moi, justement, cet aller-retour a été extrêmement salutaire, puisque ça a toujours été le rapport aux œuvres et aux artistes en direct qui a été primordial et qui a nourri toutes mes approches. Alors après, il y a un travail d'intellectualisation, il y a un travail de conceptualisation, il y a un travail de théorisation, mais pour moi, et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, l'œuvre, elle est première, et c'est à partir d'elle qu'on parle. Et on ne parle pas sur elle, on parle à partir d'elle, c'est absolument fondamental. Il faut, et toute notre exposition, elle porte là-dessus, parce que vous voyez, Stahl, il y a un paradoxe, Stahl, c'est qu'il fait partie de ces artistes où la légende forgée sur l'homme est devenue plus célèbre que l'œuvre elle-même. Oui. Stahl, on le voit dans l'exposition aussi, on l'a montré également, parce que ça fait partie de cette histoire. Stahl, on connaît son portrait par Denis Colomb, qui est à l'entrée de l'exposition, il y a une photographie. Alors, il était très grand, il était très beau, il est mort à 41 ans, il y a des histoires, on sait qu'il y a des histoires d'amour tragique derrière. Toutes les composantes étaient réunies pour faire une sorte de légende, et parfois en plaisantant, c'est une sorte de James Dean de l'histoire de l'art, un petit peu. Oui. Mais ça, c'est très attirant, très séduisant, mais c'est très aveuglant. Oui. Donc, finalement, on finit par oublier l'œuvre. Et nous, dans l'exposition, ce qu'on a voulu faire, c'était inverser les choses, c'est-à-dire s'intéresser à la seule chose qui intéresse Stahl lui-même, le travail de la peinture. Peindre, comment explorer, comment se renouveler en permanence, par le dessin, par la gravure, par la peinture, par les changements de format, par les renouvellements permanents. Effectivement, je voudrais revenir là-dessus. Effectivement, ça peut être encombrant, toute cette légende, entre guillemets, et en même temps aussi votre souci d'être fidèle à l'homme privé et au peintre Nicolas de Stahl. Oui, absolument. C'est-à-dire que dans l'exposition, vraiment, alors les éléments biographiques sont là. Il y a un moment dans l'exposition où on montre justement cette photographie de Denis Colomb, on montre elle est intégrée dans 2 séances de photographie, c'est-à-dire que le mythe, il fait partie de la réception de cette œuvre-là, on ne peut pas l'éviter, c'est aussi intéressant, parce que Nicolas de Stahl, c'est un des peintres autour duquel la célébrité de l'artiste au XXe siècle s'est forgée, c'est intéressant. Mais nous, ce qu'on a vraiment voulu montrer, c'est une exposition dont maintenant qu'on l'a faite, je peux dire quel est son sujet. Son sujet, c'est le travail de la peinture. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment quelqu'un. On a regardé nous ses œuvres comme s'il n'y avait pas de nom propre, vous voyez, comme si c'était un anonyme. Oui. En ne se souciant pas du tout dans notre choix, on n'a pas pris une œuvre parce qu'elle était célèbre, on ne s'est pas méfié d'une œuvre parce qu'elle était inconnue. On a pris les œuvres pour elles-mêmes. Et donc on a compris 2 choses qui ont guidé l'organisation de l'exposition. La première, c'est comment Stahl travaille. Stahl, c'est vraiment un homme de la recherche. C'est vraiment je cherche. Et à un moment, j'éprouve le besoin de condenser tous les moyens trouvés dans cette recherche dans un grand œuvre. Lui, il parle de chef-d'œuvre à ce moment-là, mais quand il parle de chef-d'œuvre, je pense qu'il en parle comme on parle des chefs-d'œuvre des compagnons du Tour de France, des chefs-d'œuvre artisanaux, c'est-à-dire le grand objet dans lequel je mets tous mes moyens. Et une fois que j'ai fait mon chef-d'œuvre, je passe immédiatement à autre chose, ne pas se répéter. Donc, l'exposition, c'est vraiment recherche, condensation dans le grand œuvre, recherche, condensation. Et puis, il y a une deuxième chose qui est très frappante, puisque c'est une œuvre qui est très courte chronologiquement. Stahl, il meurt à 41 ans. Il a laissé derrière lui 1100 tableaux et autant de dessins. L'essentiel de l'œuvre, l'œuvre pour une vingtaine d'années, mais l'essentiel, la grande majorité de l'œuvre court sur une dizaine d'années, 45, 55. Si on est très large, on va faire 43, 55. Et on s'aperçoit de choses très, très étonnantes. Je connais pas d'équivalent. C'est qu'à partir de 1950, 50, 51, etc., jusqu'à 55, une année fait période. Une année fait période, c'est-à-dire que un tableau de 50, un tableau de 51, un tableau de 52, c'est extraordinairement différent. C'est comme un moment stylistique homogène. Donc, notre exposition, on a choisi de la faire strictement chronologique, à la fois pour montrer ce recherche, condensation, recherche,
et puis pour montrer cette évolution stylistique permanente avec cette vitesse de renouvellement absolument incroyable. D'accord. Alors, le public qui vient donc voir cette grande rétrospective, est-ce que vous avez des temps d'échange avec les visiteurs? Alors, on en a de différentes manières. D'abord, moi, je vais souvent me promener dans les salles quand il y a du public, et on a la chance qu'il y a un monde. Enfin, si on ne réserve pas, on peut pas débarquer à l'improviste. Oui, j'ai vu ça. Oui. Et parfois, j'entends des gens qui disent des choses et me permet quelquefois de parler avec eux, etc. Et je suis très, très, très touché. Pour moi, c'est une expérience incroyable. Moi qui ai l'habitude d'écrire des livres, c'est très différent. Il y a une sorte d'euphorie tout à fait extraordinaire. Les gens, c'est vraiment un peintre, parce que c'est un peintre d'une humanité incroyable. Les gens sont tout simplement touchés par la peinture. Là aussi, on revient aux fondamentaux. Et puis l'autre chose, c'est que Charlotte et moi, nous faisons beaucoup de visites de l'exposition, notamment le jour de fermeture, le lundi, pour des groupes, des amis musées, etc. Je pense qu'à nous deux, on a bien fait une 50aine de visites. Donc là, c'est vraiment un temps d'échange. On a énormément de retours là-dessus, et on a vraiment des retours de gens qui, voilà, je crois que cette idée que cette exposition, c'est vraiment, elle est totalement au service du travail et au service de l'expérience esthétique au sens plein du terme, c'est-à-dire du ressenti devant la peinture, et que finalement on n'a pas voulu, on n'est pas retombé dans la légende, mais en revanche on est revenu à l'homme, c'est-à-dire c'est vraiment l'œuvre de Stahl, c'est une aventure existentielle, et ça se sent, je crois. Oui. Alors, le peintre de la lumière, du ressenti. J'ai vu que vous aviez publié une thèse de naissance de l'art romantique, et je voulais vous poser la question suivante, Pierre Vatte. Est-ce que Nicolas de Staël est un romantique? Oui, alors je crois, non pas parce que je veux pas plaquer sur lui parce que je suis spécialiste du romantisme allemand et anglais quelque chose, mais en effet, en travaillant sur lui, je me suis aperçu que je reconnaissais vraiment quelque chose. Stahl, c'est une figure il y a une vraie filiation. D'abord, il y a une vraie filiation par rapport au 19e siècle. Je pense que c'est vraiment un artiste qui pense beaucoup au grand peintre du 19e siècle. Il adore Courbet, il admire Van Gogh. Enfin, il a ces gens-là en fait. C'est tout à fait évident. Il aime la peinture ancienne. Il s'intéresse pas tellement à ses contemporains. Lui, il veut reprendre la grande tradition et la réinventer d'une certaine manière. L'autre chose, c'est que l'exposition, la première salle, on l'a appelée le voyage d'un peintre. Et dans le fond, ça aurait pu être aussi le titre de l'exposition, parce que Stahl, c'est un perpétuel voyageur. Il dit quelque chose du genre, je sais très jeune, je sais que ma vie sera comme un voyage sur une mer agitée, un voyage permanent sur une mer agitée. Et là, il y a un terme dans le romantisme, c'est un terme allemand, on parle du Wanderer. Le Wanderer, c'est l'errant, le pèlerin, l'homme de la pérégrination, l'homme qui est dans une sorte de mouvement incessant. Et Stahl, il s'inscrit absolument là-dedans. Sa vie est un déplacement permanent, c'est un exilé. Il est né en Russie en 1914. Son père est le vice-gouverneur de la forteresse de Saint-Pétersbourg, la forteresse Pierre et Paul. Donc en 17, la famille est obligée de fuir dans des conditions dramatiques. Ils vont en Pologne, son père meurt, sa mère meurt, son père âgé malade meurt, sa mère tombe malade, elle meurt. Il est orphelin, il va se retrouver en Belgique dans une famille d'adoption, et finalement, quand il aura 22 ans, il va quitter la Belgique définitivement, parce que sa famille d'accueil veut plutôt qu'il devienne ingénieur et lui veut devenir peintre. Il va partir au Maroc pendant 1 an, puis il va être en France, et en France, il va cesser jusqu'à la fin de sa vie de bouger. Et ce déplacement, c'est pas du tout une chose anecdotique, c'est vraiment un homme qui est à la fois à la poursuite et à la fuite de quelque chose, et qui a besoin d'être dans ce déplacement permanent pour aller à la fois chercher la chose qui va lui permettre de peindre, et en même temps prendre du recul par rapport à la chose qui vient d'être trouvée. C'est vraiment, de ce point de vue-là, oui, pour moi, c'est tout à fait. Et puis c'est un très grand peintre de paysage. 550 œuvres de paysage. La moitié de sa production picturale, c'est du paysage. Paysage et déplacement dans le paysage, c'est vraiment une affaire qui vient de là. Oui, et puis alors des paysages qui sont ces paysages, c'est-à-dire il ne s'agit pas qu'ils ressemblent aux paysages qu'on peut contempler, mais qu'il ressent très fortement et qu'il peint après avoir ressenti, analysé et pouvoir restituer son ressenti. Ça, c'est très puissant. Oui, alors en fait, ça commence en 1952. Puisqu'en 1952, Stahl se met à faire ce qu'il n'avait pas fait jusque-là, plus fait depuis qu'il était jeune homme,
il va se mettre, il avait trouvé un atelier en 1947 à Paris, à côté du Parc Montsouris, rue Gauguet, et il peignait dans cet atelier très lumineux, mais à partir de 52, il franchit un pas décisif, il sort de l'atelier pour aller faire ce qu'on appelle peindre sur le motif, c'est-à-dire pour aller peindre dans la nature, devant la chose qu'il veut peindre. Mais à partir de là, en effet, toute ton œuvre jusqu'à la fin va être une tension entre le dehors et le dedans, le motif et l'atelier. Il y a une phrase de lui qui est absolument capitale. Il dit, de mémoire, il dit « On ne peint jamais ce qu'on voit ou qu'on croit voir, on peint à 1000 vibrations le coup reçu. À 1000 vibrations, comme à 1000 échos, comme à 1000 réverbérations. C'est-à-dire que Stahl ne peint pas le coup reçu, il peint les vibrations, il peint l'écho, il peint les répercussions. Et pour ça, il faut, en effet, c'est pas un peintre du choc, c'est pas un peintre littéral, c'est pas un peintre expressionniste, c'est pas un peintre lyrique. C'est un peintre qui a besoin de digérer le choc dans le silence, dans la solitude, dans la durée. L'exemple le plus fort de ça, c'est la série probablement la plus extraordinaire de Nicolas de Staël, la série dite des Agrégentes. C'est à l'été 1953, en août 53, Staël emmène sa famille et deux femmes, dont une qui s'appelle Jeanne Paul, qui sera son dernier amour très tragique de la fin de sa vie, dans une camionnette qu'il vient d'acheter, il vient de passer le permis de conduire, et il emmène tout ce monde, sa femme et ses enfants, sa femme est enceinte, il y a les autres trois enfants qui sont déjà là, et ils partent en Sicile pendant 3 semaines. Et il est totalement ébloui par la Sicile, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en Sicile, il ne peint pas. Il fait 2 choses, il nage, c'est vraiment l'immersion dans le lieu, et il dessine. Et il ne fait que dessiner. Et c'est après, quand il rentrera de Sicile, fin août, qu'il va s'installer tout seul, il renvoie sa famille à Paris, la femme dont il tombe amoureux est ailleurs, et lui, il a acheté une ruine magnifique d'un castelet à Ménherbe, dans le Luberon, et il est tout seul là-bas, et quand il est tout seul, c'est là, pendant plusieurs mois, qu'il va peindre ces tableaux siciliens, mais qui sont, voilà, les tableaux siciliens ne sont pas peints en Sicile, ils sont peints après, et c'est comme une sorte d'ingestion, de digestion lente de ce choc. Il y a la Sicile, mais il y a aussi la lumière de Ménherbe, et puis il y a aussi sa mémoire de peintre, qui va se nourrir du fait qu'il a vu les papiers découpés de Matisse et qu'il va faire autre chose avec ça, qu'il a vu la peinture sublime à Villeneuve-les-Avignon, le couronnement de la Vierge d'un peintre du Moyen-Âge qui s'appelle Enguerrand en carton, et qui va digérer ça, qu'il a vu Pompéi, etc. Et donc, en effet, le paysage, quelqu'un un jour m'a dit dans les Agrégentes, mais ça ne ressemble pas à Agrégentes. Ben non, c'est le paysage intérieur de Nicolas de Staël. Oui. Il y a le choc, et puis il y a la différence, et puis il y a tout son rapport à l'histoire de l'art et sa mémoire. Oui, alors ce sont des paysages sublimés qui ont d'autant plus de valeur. C'est très précieux parce que en fait c'est quelque chose de très personnel. Et puis aussi, bon, vous parliez du rapport à la lumière, qu'il recherche la lumière, et puis aussi avec la matière. Oui, Staël, c'est à la fois un grand coloriste, donc vraiment des accords ou des désaccords volontaires chromatiques. C'est un très grand tonaliste, c'est-à-dire que c'est vraiment un homme de la variation lumineuse. Lorsqu'il fait son voyage au Maroc en 1936, il tient un carnet du Maroc. Le premier mot qu'il inscrit sur ce cahier, c'est clarté. On comprend bien pourquoi avec le Maroc. C'est la grande obsession de sa vie, chercher la lumière. Il va toujours la chercher au fond de ses œuvres. Mais en effet, Staël, je tendance à dire que de ce point de vue-là, c'est un grand peintre. C'est quelqu'un qui est obsédé en permanence par ce que j'appelle moi la qualité de surface, c'est-à-dire le travail de la matière et de la texture de la matière. Son ambition, c'est de mettre la matière en mouvement. Et pour mettre la matière en mouvement, précisément, il faut la travailler dans sa lumière, dans sa couleur et dans sa matière. Et l'œuvre de Staël, c'est une variation permanente sur des jeux de texture. Ça commence par des œuvres très texturées, très épaisses, où il travaille avec son instrument, c'est plutôt le couteau à palette, un instrument qu'utilisait Courbet. Et il y a un mot célèbre de Cézanne sur Courbet, un mot admiratif. Il dit à Courbet un rude gâcheur de plâtre. Et Staël, c'est un rude gâcheur de plâtre pendant très longtemps. Et dans les premières salles, on voit que la différence entre les tableaux, elle n'est pas tant de couleur ou de forme que de texture. On a des tableaux très charnels, très lourds, très pesants. On a des tableaux qui ressemblent à des fresques. On a des tableaux complètement mats qui boivent la lumière et ne la rendent pas. C'est tout à fait incroyable. Et puis, plus ça va aller, plus la matière va s'alléger. Et c'est au moment des Agrégentes qu'elle s'allège. Elle va devenir moins épaisse, plus grattée, plus fluide. Et dans le fond, à la fin, il va peindre en utilisant
non plus un couteau à palette, mais de la gaze de coton pour étaler sa couleur sans que la trace de sa main ne se voie. Et là, c'est une sorte d'accès progressif à une forme de profondeur, à l'espace et à la profondeur. Oui, oui. Alors, la matière en mouvement, comme vous l'expliquez, l'émotion, qui est aussi littéralement l'énergie en mouvement, tout ça, finalement, s'accorde et communique. Oui, oui. Pour lui, c'est une seule et même chose. Si vous voulez, Stahl, pour moi, c'est un peintre de l'éblouissement face à la beauté du monde. Et c'est vraiment quelqu'un... Il y a une chose qui est très jolie, je vais la citer de mémoire, c'est que il y a une correspondance de Nicolas de Staël qui a été publiée, qui est merveilleuse. C'est un très grand écrivain de lettres, un très grand épistolier. Et il se trouve que la première lettre de lui qui a été conservée, c'est une lettre où il a 12 ans, je crois, et il écrit, c'est à Bruxelles, il écrit à son père adoptif, parce qu'avec sa mère adoptive et ses sœurs, il a vu passer dans les rues de Bruxelles l'enterrement d'un ecclésiastique. Et alors, je vais citer de mémoire sans doute incorrectement, mais la manière dont il décrit, cet enfant de 12 ans décrit ça, c'est extraordinaire. Il dit, j'ai vu la masse des prêtres, puis le cercueil, 2 tiers rouges, le reste noir en mouvement. 2 tiers rouges, voilà. Donc cet enfant de 12 ans, il voit le monde en peintre. Et après, il va falloir lui donner. Donc il a cet éblouissement de la personne qui perçoit le monde en masse, en couleur, en lumière, en mouvement. C'est cette chose qui reste intacte absolument jusqu'au dernier jour. Alors peut-être d'où la fascination pour le public sur les œuvres de Nicolas de Staël, c'est-à-dire en fait quelque chose qui ne s'explique pas, qui se ressent et qui élève finalement le niveau de sensibilité de chacun d'entre nous. Ah ben oui, moi je dis parfois qu'il est quelquefois d'une sensibilité presque insoutenable. Oui. Tellement il est dans c'est comme quelqu'un qui jouerait d'un instrument, mais d'un clavier, mais qui aurait un nombre de notes que nous ne connaissons pas. Parce que c'est vraiment un homme qui cherche l'intervalle, qui cherche la nuance. Il y a une très jolie histoire qui m'a été racontée par l'un des petits-fils de son galeriste, qui est un galeriste très important pour lui, Jacques Dubourg, qui raconte que Staël un jour était avec ses grands-parents et que sa grand-mère portait un chemisier gris avec au-dessus un gilet gris d'un autre gris. Et que Staël aurait mis son doigt à l'intersection du gilet et du chemisier en lui disant: vous voyez, moi, ce que je cherche, c'est le gris qui est entre celui-ci et celui-là. C'est la nuance supplémentaire. Et quand on est face à un tableau de Staël, c'est pas du tout un théoricien, c'est un praticien sensible. Et quand on est face à un tableau de Staël, on découvre des nuances de sensibilité qu'on ignorait exister et qu'on ne savait pas avoir soi-même en soi. Donc, il ouvre notre sensibilité d'une manière extraordinaire. Et je suis convaincu que c'est pour ça que le public réagit de cette manière-là. Alors, un praticien et puis un peintre qui écrit beaucoup et de très belles lettres. Ah, c'est vraiment comme je dis, c'est un grand épistolier. Et ça, c'est intéressant. Staël, il aurait aussi voulu être écrivain. Il entretient un rapport à la langue qui est très fort. Alors, une lettre, c'est pas n'importe quoi, c'est de la parole adressée. Et sa fille, Anne de Staël, l'aînée de ses enfants, avec qui on a fait un entretien que je crois est très beau dans le catalogue, elle nous a raconté cette chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que le soir, après la journée de travail, pendant le repas des enfants, leur père leur faisait des lectures et à voix haute. Et il avait, paraît-il, une voix de baryton basse, une voix de chanteur d'opéra russe. Oui. Malheureusement, dans le concert, on n'en a jamais retrouvé d'enregistrement. Et qu'est-ce qu'il leur lisait à voix haute? De la poésie et des tragédies classiques. Et Racine, Corneille, etc. C'est assez étonnant comme lecture pour des enfants. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui croit à la parole prononcée, à la parole qui, là encore, à 1000 vibrations, le cours au-dessus de la parole. C'est vraiment un homme de... Voilà, la chose n'existe que quand elle a un écho dans l'œil et dans l'oreille de quelqu'un. Dont une haute exigence aussi avec lui-même vis-à-vis aussi de tout ce qui est sacré, qui a de la valeur dans l'univers. Ah, pour moi, Staël, c'est un homme de l'intransigeance. Et d'ailleurs, comme tout le monde me pose cette question qui paraît très problématique, puisque on ne cesse de me demander pourquoi il s'est tué, je pense que d'un point de vue éthique, c'est très problématique de répondre à cette question. La réponse appartient à Staël, et je ne sais même pas si lui-même aurait pu fournir la réponse. Mais en tout cas, moi, ce que je réponds, c'est que c'est un homme qui a vécu 41 ans au plus haut régime d'exigence et d'intensité. Ça, c'est certain. Et vous voyez, quand il est au Maroc, il nous reste très peu d'œuvres du début. Pourquoi? Alors qu'il avait un mécène belge qui lui avait payé son voyage en échange de tableaux et qui n'a jamais reçu les tableaux. Non pas parce que ça ne les a pas peints, mais parce qu'il les a détruits.
Stahl, c'est un homme qui d'emblée et jusqu'à la fin est insatisfait. Et avant de mourir, dans une des 3 lettres qu'il laisse, il dit cette phrase très poignante, il dit « Je n'ai pas la force de parachever mes œuvres ». Et parachever, ça veut pas dire terminer, ça veut dire continuer à les porter à leur plus haut degré d'incandescence. Oui. Voilà, c'est ça Stahl. C'est tout ou rien, c'est un homme de l'absolu, oui. Alors pour lui, peut-être l'impression d'avoir été jusqu'au bout de ce qu'il pouvait supporter. De ne plus avoir par épuisement physique et psychique les moyens de continuer à être à ce niveau-là. Oui, parce que les peintres, on a beaucoup le public a une image, voyez, un peu fantasmée, c'est-à-dire voilà, les peintures qui se font, mais c'est un travail qui engage à la fois le corps, le cœur, l'esprit, tout entier. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. C'est-à-dire que c'est des heures, des nuits, des jours. On se demande même comment est-ce possible humainement. Oui, ça, je suis content que vous insistiez là-dessus parce que on a une sorte de vision idéaliste de la peinture et peut-être à cause, il y a un mot célèbre de Léonard de Vinci, qui est très intéressant. Il dit que la peinture, c'est cosa mentale, une chose de l'esprit. Oui, mais c'est tout autant une chose du corps. Ça, c'est le grand problème du dualisme occidental, c'est qu'on sépare les deux alors que c'est inséparable. Oui. Faire de la peinture, c'est peindre et c'est se peindre et ça se passe avec le corps et la peinture de Stahl, elle témoigne tout le temps d'une intelligence du corps absolument extraordinaire. Donc de ce point de vue-là, oui, bien sûr, il y a un très beau mot de Gustave de Stahl, le plus jeune fils du peintre. Un jour, on parlait d'un de ses plus célèbres tableaux qui s'appelle Le Parc des Princes, qui est un tableau d'une ambition folle, et il me disait, oui, c'est un peintre héroïque. Et quand il dit peintre héroïque, il l'entend au sens presque d'être herculéen, vous voyez, les travaux d'Hercule. C'est-à-dire que pour faire ça, il faut tout donner d'une dépense psychique et physique. Il y a un engagement phénoménal. Alors un engagement phénoménal et qui se ressent quand on contemple ses œuvres, parce que nous ressentons aussi, enfin en tout cas pour ma part, le travail derrière c'est cette œuvre sublime qui demande des heures et des heures, encore une fois, de lutte aussi avec soi-même. Oui, absolument. Oui. D'ailleurs, il était fasciné par Delacroix et la devise de Delacroix, c'est en latin, dimicandum. Ça veut dire il faut se battre. Il faut se battre. Il faut lutter. Oui. Il est dans cet imaginaire-là. Ça, c'est absolument évident. Et ça se voit dans les tableaux, puisque ces tableaux sont peints de telle manière qu'on a le sentiment d'assister à une genèse. On est là au moment où la chose se crée. Oui, tout à fait. Alors Pierre Vabre, vous êtes critique d'art, donc vous êtes amené à rencontrer aussi, des artistes contemporains. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vos rencontres et de vos découvertes actuelles? J'en rencontre tout le temps, des artistes. Je travaille avec des artistes et surtout j'ai la chance parce que maintenant ça fait très longtemps que je fais ça, j'ai la chance d'avoir que des grandes fidélités se soient créées avec des artistes, et qu'il y a certains artistes avec lesquels je travaille depuis maintenant 25 ans à peu près. Donc, vous voyez, même dans 25 ans, je suis en train de calculer, dans plus de 30 ans. Vous voyez, des gens comme par exemple quelqu'un comme artiste qui a extrêmement à cœur, qui s'appelle Pierre Buraglio, qui est un grand artiste contemporain. Je travaille avec lui depuis 1990, ou quelqu'un comme Claude Viala, ou quelqu'un comme Vincent Dulès. Donc ce sont des artistes qui sont connus, eux, mais je travaille aussi avec beaucoup d'artistes qui sont beaucoup moins connus. Et ce que je peux vous dire de mes découvertes actuelles, c'est que ce qui me frappe, c'est que moi j'ai toujours travaillé avec des peintres, beaucoup. J'ai énormément travaillé avec des peintres abstraits de plusieurs générations, mais que depuis quelques années, je me surprends moi-même à travailler beaucoup avec des photographes. Récemment, j'ai travaillé avec deux photographes, un qui s'appelle Antoine Schneck et un autre qui s'appelle Éric Antoine, qui sont des photographes absolument magnifiques. Et je me surprends moi-même parce que c'est pas du tout un médium qui a priori me retenait, mais je constate que dans les productions actuelles, il y a beaucoup de renouvellements qui viennent par ce médium-là. Et j'essaye de réfléchir au pourquoi de la chose. La peinture contemporaine, la peinture a connu des grandes crises. Elle a été déclarée un peu morte pendant des années, mais c'est une sorte de posture idéologique. Elle revient beaucoup maintenant, mais elle revient beaucoup plus sous le mode de la figure, on va dire de la figuration pour être simple. Et la peinture abstraite est une peinture qui aujourd'hui est un peu en crise dans son actualité. J'ai du mal à trouver des gens
qui m'apporte quelque chose, qui renouvelle quelque chose, à part, vous voyez, qui renouvelle vraiment quelque chose par rapport aux anciens sur lesquels je travaille. Alors, il se trouve qu'il y en a quelques-uns. Je suis régulièrement un peintre qui s'appelle Claude Tétaux, et je le cite d'autant plus qu'il a ses ancrages pas loin de votre studio, du côté de Port-Navalo, mais c'est vraiment un peintre très nouveau. Mais pour le reste, c'est plutôt dans des nouveaux médias. Donc l'intérêt de faire de la critique d'art en même temps que l'histoire de l'art, c'est en effet qu'on est, c'est comme ce sont les œuvres qui décident. On reste absolument greffé sur une actualité de la peinture, et c'est vraiment très important. Vous voyez, il se trouve que j'ai écrit, parmi les choses que j'ai écrites, j'ai écrit un livre sur Turner, le très grand peintre anglais, romantique anglais, et je dis toujours que j'ai pu écrire ce livre parce que je fréquente un grand peintre contemporain qui s'appelle Claude Viala. Et c'est parce que c'est en regardant, non pas en regardant peindre les artistes, parce que c'est très rare qu'on les voit peindre, mais en regardant vivre les artistes, qu'on se met à se poser des questions justement sur la peinture comme une pratique existentielle. Et ça, ce genre de choses, l'histoire de l'art ne m'a pas appris à le faire. C'est le rapport aux artistes vivants. Vous voyez, tout à coup, je me suis préoccupé de comportement, d'emploi du temps, de choses comme ça. Et finalement, pour Stahl, j'ai fait la même chose. Mais ça, c'est parce que je connais des artistes vivants que je me suis posé ce genre de questions. Alors ça vous nourrit, et en fait ce qui compte quand on vous entend, c'est d'accompagner les artistes dans leur quotidien. Oui, absolument. Oui, c'est pour ça que le fait que j'ai la chance oui, vous avez raison, vous me faites réaliser ça, c'est intéressant. Le fait que je suive des gens depuis tellement d'années, je pense que ça, pas au-delà, parce que en plus de la dimension affective pour moi qui est très importante, c'est ma vie, c'est ma vie, ce sont mes amis, mais qu'en effet, je pense que ça m'apprend énormément de choses et que ça nourrit énormément ma pratique de l'histoire de l'art. Oui, pour moi, c'est une seule et même chose. Et que vous pouvez dire également que c'est un travail de titan que de créer. Ça aussi, c'est important de revenir à ce qu'on disait il y a quelques minutes. C'est à l'échelle d'une vie. Oui. C'est à l'échelle d'une vie. C'est à l'échelle d'une vie. C'est-à-dire que c'est une vie de titan. Oui, c'est une vie de titan, oui. Alors que qui permet de prendre conscience que c'est souvent les artistes que nous interviewons à Radio Rivage nous disent vous savez, c'est des fois une peur terrible de rentrer dans l'atelier et de devoir entamer une nouvelle toile. Parce qu'on y joue. Oui, bien sûr, c'est pas un cliché, on y joue sa vie. On y joue sa vie. Être artiste, c'est pas juste un métier qui commence quand on va à l'atelier et qui s'arrête quand on sort de l'atelier. C'est un rapport au monde. D'accord, c'est un rapport au monde. Donc, c'est l'histoire de Nicolas de Staël à 12 ans qui voit le monde au peintre, qui le voit avec le vocabulaire de ce que sera sa peinture 25 ans plus tard, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un rapport au monde, et c'est donner forme, tenter d'exprimer. Donc il faut tout le temps aller chercher en soi et devant soi quelque chose. C'est-à-dire qu'il suffit pas, comme me disait un jour Pierre Braglio, un bon peintre, c'est pas quelqu'un qui sait bien peindre, c'est quelqu'un qui a un monde intérieur. Si vous n'avez pas de monde intérieur, ça devient de la technique pure et dure. Mais non, donc c'est un engagement absolu. Oui, et c'est ce qui nourrit aussi ce nouveau regard que vous proposez pour la présente exposition sur Nicolas de Staël au Musée moderne. Je l'espère. Je l'espère. Oui, cette exposition raconte aussi, notamment, puisque nous avons fait ça à plusieurs, mais en tout cas, je me suis aperçu que oui, cette exposition sur le travail de la peinture ou sur l'homme à l'œuvre, dans le fond, ça rejoint absolument mon rapport à tout ça. Bien, écoutez, merci beaucoup Pierre Vatte de nous avoir accordé cette interview, du temps, de nous avoir émerveillés par vos découvertes, votre travail de critique d'art, de commissaire d'exposition. Et j'ai une dernière question à vous poser. Quand on organise un tel événement, qu'on accompagne aussi des groupes, qui viennent donc à l'exposition, est-ce qu'on a encore du temps pour soi, de traverser les pièces et de regarder les œuvres de Nicolas de Staël rien que pour soi? Oui, tout à fait. D'abord, je suis beaucoup au musée. J'ai la chance d'y être souvent quand le musée est fermé. Ah oui. Et il y a cette chose qui est très forte, c'est que quand on fait une exposition, on a passé 3 semaines à faire l'accrochage. Au bout d'un moment, vous en devenez le spectateur étonné. On maîtrise pas tout. Les œuvres, elles sont là.
et puis vous les assemblez d'une certaine manière, et puis tout à coup, il y a une salle, c'est l'avant-dernière salle de l'année 1954, qui s'appelle Sur la route. Je crois que c'est la salle qui m'étonne le plus chaque fois que j'y passe, une sorte de planète à part entière, et je reste dans ce même étonnement. Oui, ça c'est très heureusement d'ailleurs. Oui, oui. Heureusement. Alors je suis pas Nicolas de Staël qui reste émerveillé face à la beauté du monde jusqu'à la fin, mais moi je reste absolument. Je reste. Ma capacité à regarder les tableaux ne s'est pas du tout éteinte avec la fréquentation quotidienne. Non, au contraire. Oui, au donc contraire. un temps précieux que vous pouvez avoir pour vous et pour continuer aussi, également d'avoir du plaisir et aussi du temps, encore une fois, de contemplation, parce que c'est quand même un événement et aussi une démarche très très personnelle, très intime de contempler une œuvre d'un artiste qu'on apprécie. Moi aussi, c'est au cours de ma vie cette expérience. Oui, tout à fait ça. Alors, vous voyez, on peut le partager avec les auditeurs également de Radio Rivage qui sont férus d'art et qui parcourent les galeries, les musées. Merci encore Pierre Watt pour cet échange. Je remercie Marie-Noël et Marie-Hélène qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'assiste à chaque émission. Merci encore Pierre Watt. Merci. À bientôt, chers auditeurs de Radio Rivage, pour une prochaine émission L'Art pour Destination. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.